1999, l'année qui avait tout pour être la dernière. Pendant un court instant, un soleil noir brille dans le ciel et le jour devient nuit, puis des tempêtes balaient la vieille Europe. Et enfin, les éminences grises du monde entier prophétisent l'avènement d'une ère de chaos suite à ce que dans la langue des anciens on nommait le bog de l'an 2000. Et c'est également en 1999 que sortait Mordheim. Alors d'abord, je tiens vraiment à remercier Nicolas du fond du cœur parce qu'il m'a fait la surprise de m'offrir ce livre exceptionnel. Bonjour et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouvel Ordo Collector, cette fois-ci consacré à Mordheim. Dans ce format de vidéo, je vous propose la plus proche restitution possible, autant que faire se peut en tout cas, en vidéo, de la sensation d'ouvrir un livre qui n'est plus édité depuis quelque temps, et qui pourtant représente une facette très importante de nos univers favoris, en tout cas dans le cœur de beaucoup. Donc c'est un moment de nostalgie décomplexée peut-être pour certains qu'on s'apprête à s'offrir dans cette vidéo, et pour tous ceux qui découvriraient, surtout comme ça a été le cas pour les épisodes précédents d'Ordo Collector, qui découvriraient seulement les pages en fait de ces livres un peu anciens, eh bien c'est l'occasion de se faire une idée de ce qu'étaient à chaque fois ces morceaux d'histoire finalement de Warhammer 40 000, et à quoi ça ressemblait concrètement, qu'est-ce qu'on ressentait en parcourant les pages de ces livres-là, etc., etc. Voilà, c'est aussi destiné aux nouveaux, et l'occasion pour eux de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière un nom parfois devenu mythique avec les années. Et là, c'est bien le cas. Là, on peut parler d'ouvrages mythiques. C'est beaucoup plus qu'un livre. Ce qu'on s'apprête à feuilleter ensemble, là, c'est un monument vraiment dressé en hommage à un certain style de Games Workshop. Un style qui vraiment atteint son apogée pour moi autour de l'an 2000 finalement, avec le triptyque, la triade, que dis-je, même la Sainte Trinité, représentée par le livre de règles de Warhammer 40 000 de la 3e édition, le livre de règles d'Inquisitor et le livre de règles de Mordheim, où vraiment là on est dans l'essence de ce qui a fait l'identité visuelle la plus particulière de Games Workshop. C'est vraiment le livre qui foisonne le plus d'ouvrages comme ça, complètement délirants. Il n'y a pas une page sans illustration originale incroyable. Et donc, ce style qui atteint, d'après moi, son apogée aux alentours des années 2000, puisque on est sur des sorties de livres qui sont 99, 2000, 2001. C'est la source de ce qui inspire plus tard tous les mouvements de modélisme style Blanchitsu, etc., etc. Et par ailleurs, je pense que on voit souvent se dessiner le clivage entre les amoureux du monde qui fut, de Warhammer Battle, et puis ceux d'Age of Sigmar. Je crois que s'il y a bien une facette de ce qu'était Warhammer Battle que beaucoup peuvent regretter et ne pas trouver vraiment dans Age of Sigmar, elle se trouve vraiment concentrée dans Mordheim. Voilà. C'est l'aspect particulier de Warhammer Battle que l'on trouve et qui est dépeint dans Mordheim, qui peut manquer aux amoureux du monde qui fut, plus que toute autre chose. Cet aspect vraiment sombre, en proie à la folie, etc. Bon bref. Donc, Mordheim, qu'est-ce que c'est d'abord? Pour resituer un petit peu. C'était un jeu d'escarmouche, d'accord? J'entends par là que c'est un jeu où on prend le contrôle de 5 à 10 figurines maximum par joueur, donc où des bandes rivales s'affrontent, plutôt que des armées entières, comme c'est le cas à Warhammer. Donc un jeu d'escarmouche qui se passait dans le monde qui fut, le monde de Warhammer Battle, l'ancêtre d'Age of Sigmar, et où la proposition ludique qui était faite, c'était de prendre le contrôle d'une bande modeste, qui démarrait peu nombreuse, peu équipée, et puis d'accroître son effectif, son équipement, et ses blessures aussi pour ses membres au fur et à mesure des parties. C'était vraiment un jeu qui était destiné à se vivre en campagne,
dans un cercle de joueurs de entre 3 et une dizaine d'amis, où chacun faisait s'affronter et évoluer ses bandes, voilà, le tout à travers les ruelles de la cité des damnés, donc Mordheim, qui est la cité qui sert de cadre à ce jeu, voilà, et qui lui donne son nom également. Donc d'ores et déjà sur cette double page où l'on trouve un texte d'ambiance ainsi qu'une illustration pleine page, on voit vraiment là se profiler le style si particulier propre à ce jeu, avec cette illustration là. On remarquera que, en fin de compte, ça se lit un petit peu à la manière d'une bande dessinée. Voilà. Une bande dessinée muette, où on n'aurait que le visuel, mais tout de même, il y a une suite logique dans les différentes cases, finalement, formées par l'illustration. Et ici, on peut voir donc une sorte de petit joueur de flûteau, hein, qui mène les rats jusqu'à la ville. Les rats envahirent progressivement la ville. Différents personnages locaux être décontenancés par l'arrivée de ces petits rongeurs, pour au final s'apercevoir que les rats deviennent hommes, un petit peu dans la ville, que le joueur de flûteau que l'on avait au début, lui-même devient un rat, à moins qu'il ne le soit depuis le début finalement, puisqu'on constate qu'il retire le masque de tête de mort. On voit bien les petites attaches sur son masque en forme de crâne, voilà, les lacets qu'on devine ici et ici. Peut-être que c'était une sorte de Skaven depuis le début, un homme rat, et qu'il retire son masque une fois son œuvre accomplie. Enfin. L'Empire en flammes. Bon. Une présentation du contexte et du fleuve de Mordheim que j'aurais plutôt envie de vous lire en entier, à vrai dire. Je sais pas, ça mériterait peut-être à ce moment-là une vidéo fluff à part entière. On parcourt, on feuillette, on essaie de ressentir l'atmosphère du livre dans ces vidéos Ordo Collector, plus que d'en faire des vidéos fluff, mais pour vous situer très rapidement, quel est le contexte de Mordheim? Bon. On va se situer en l'année 1999. L'année dans l'histoire du monde de Warhammer Battle, qui coïncidait d'ailleurs avec l'année de sortie du jeu dans le monde réel, pour le coup. Et chez l'Ordre des Sœurs de Sigmar, on trouve une prophétie selon laquelle, bon, dans un langage un peu cryptique, hein, qui n'évoque jamais la chose directement, mais enfin, selon laquelle Sigmar devrait revenir guider à nouveau les citoyens de l'Empire, et que le lieu de sa seconde venue serait la cité de Mordheim. Cela fait presque 20 siècles que Sigmar Eldenhammer a débarrassé nos terres des hordes monstrueuses qui y vivaient, fondant ainsi l'Empire, le plus grand des royaumes humains. À présent, nos esprits se tournent à nouveau vers Sigmar, le dieu des batailles, Sigmar, le père des hommes. Dans tous les temples du pays, les foules se rassemblent pour entendre les nombreux et merveilleux événements qui vont sûrement se produire lors du retour du Dieu vivant vers son peuple. Voilà, c'est évoqué ici. Dans la cité de ses sœurs, il nous reviendra sur des ailes de feu. Sur son trône, il régnera pour l'éternité. Épargnés par la corruption de la chair, ceux qui s'y rassembleront pour l'attendre ne connaîtront pas la mort, et les seigneurs du Nord dirigeront ensemble les nations du monde. Donc, comme auguré finalement, ceux qui se rassemblent, tous ceux qui viennent, qui accourent à Mordheim pour célébrer, voilà, dans la joie, la liesse, la nouvelle venue de Sigmar, hein, qui les attendent, ils voient se dessiner dans le ciel la fameuse comète à deux queues, hein, qui était déjà le signe de sa première venue à Sigmar. Et chaque jour, la comète dans le ciel se fait plus radieuse, plus éclatante, plus magnifique, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de nuit tout à fait à Mordheim finalement, puisque la comète prend le relais des astres solaires, hein, irradie une lumière permanente et magnifique sur Mordheim, et les habitants évidemment sont ivres de joie. Ils s'adonnent à toutes sortes d'excès et de péchés en tout genre, au point où ça devient finalement un vrai cloaque.
Ainsi furent rassemblés tous les péchés humains dans Mordheim, à la veille de sa destruction. Comme un furoncle concentre les poisons du corps pour être incisé par le scalpel du chirurgien. Ça n'est pas Sigmar, en fin de compte, qui apparaît au milieu de Mordheim, mais son châtiment qui s'abat sur la cité à la place, puisque la comète se faisant de plus en plus radieuse, de plus en plus luminescente, de plus en plus glorieuse, en fin de compte, l'astre ne fait que se rapprocher tout simplement de la planète et finit par s'écraser et dévaster entièrement la cité. Et donc suite à ce désastre initial, où beaucoup venus célébrer le retour de Sigmar perdent la vie, la cité est dévastée, déserte, abandonnée, en ruine. Et pendant des jours, les habitants des environs ou les rescapés du cataclysme ne peuvent pas même oser s'en approcher ou y pénétrer, puisqu'elle luit d'une étrange lueur verte qui se dégage des décombres partout dans la ville. Et quand la lueur enfin disparaît et s'apaise, on a les rescapés, mais les plus déshérités notamment, qui osent s'aventurer à nouveau dans les décombres de Mordheim, en quête de quelques butins à y trouver, parce que si les habitants sont morts, si ceux qui étaient venus se réjouir de l'accomplissement de la prophétie également sont morts, leur trésor, leur or n'a pas disparu nécessairement, et espérant y trouver quelques victuailles ou de quoi s'enrichir, on voit les premiers vagabonds revenir dans Mordheim. Rien n'est resté intact dans la cité des damnés. Tout a été dévasté et carbonisé. Là où le marteau a frappé, s'étend à présent une fosse dont les bords sont restés brûlants et dont les flancs sont aussi lisses que du verre, comme si la chaleur de la colère de Sigmar avait fait fondre la roche. Les vapeurs qui en émanaient étaient si toxiques et épaisses que le nuage mit plusieurs semaines à se dissiper. Les curieux purent alors y décerner çà et là, comme des insectes piégés dans l'ambre, les morts encore vêtus pour cette fatale et ultime nuit de fête et d'égarement, le visage empreint d'une terreur intense. Sauf que ceux qui osent s'y aventurer à ce moment ne reviennent de la cité que altérés, déformés, ayant succombé à la folie, en proie à des mutations. Il se trouve que depuis le choc de l'écrasement de la comète sur la ville, à travers la dévastation, on peut retrouver çà et là des petits débris d'une pierre verte, mystérieuse et luisante, qui sera à laquelle on se référera plus tard sous le nom de Malpierre, et qui a des propriétés tout aussi fabuleuses qu'inquiétantes, que découvrent peu à peu ceux qui mettent la main sur un petit fragment de Malpierre, à savoir que ces petites pierres verdâtres et luisantes peuvent faire pousser un arbre en un jour, refaire marcher un estropié, rendre la vue à un aveugle, octroyer une force prodigieuse ou ce genre de choses. Et puis alors, pire encore, il y a un comte impérial qui découvre, via son alchimiste, le secret de la transformation du plomb en or grâce à la Malpierre. Et évidemment, c'est là où ça marque le tournant pour la cité de Mordheim, ou ce qu'il en reste du moins, puisqu'elle devient le lieu de toutes les promesses, de tous les espoirs, etc., etc. Sauf qu'évidemment, nombreux sont les aventuriers intéressés à l'idée de s'accaparer cette Malpierre et ses formidables pouvoirs, et peu sont en revanche à prendre la pleine mesure des dangers aussi que suscite cette pierre, puisque elle est également capable de ramener les morts à la vie, d'engendrer des mutations délirantes. Elle tend à exacerber les discordes entre les différents groupes d'aventuriers qui s'y rendent, bref, à rendre les hommes fous, tout simplement. Un nuage de fumée noire recouvrit les ruines 7 jours et 7 nuits durant, et une grande fournaise brûla comme un charbon ardent sorti des enfers.
Au 7e coup de la cloche des 7 empereurs, le ciel, la terre et l'enfer seront mêlés. Lorsque brûlera le pays de Sigmar, ensemble marcheront morts, démons, bêtes et hommes. Nous suivions ce chemin bien connu vers la cité des damnés, et nous passâmes devant eux. Ils pendaient des croix auxquelles ils étaient cloués en une longue ligne le long de la route. Nous marchions tandis que les yeux de ces cadavres brisés nous suivaient, et que leurs têtes se tournaient pour nous murmurer « Repartez, repartez, repartez ». Alors au niveau du jeu en lui-même, ça reprenait complètement l'ossature de règles de Warhammer Battle. On retrouve les mêmes caractéristiques habituelles en termes de profil, ce qui fait un petit peu la marque de fabrique Games Workshop depuis beaucoup d'années maintenant. Mouvement, capacité de combat, capacité de tir, force, endurance, point de vie, sauvegarde et compagnie. Voilà. Pour ce qui est du jeu, donc, comme je l'ai dit, vous preniez la tête d'une petite bande que vous voyez s'améliorer, gagner en compétences, en équipement au fil des parties avec vos amis, etc. Bon. Alors attention, mode roleplay activé, sans garantie. Nouveau dans le coin, fiston? Je m'en doutais. Moi, c'est Luthor Wolfenbaum. Tu as sûrement entendu parler de moi. Il m'appelle la lame pourpre du Reckland. Non, par Sigmar, d'où sors-tu? J'ai une proposition à te faire. Pour quelques couronnes, je peux t'indiquer les guerriers à engager, comment équiper les hommes, où trouver les meilleures armes et armures. La seule chose que je demande pour mon aide, c'est une bourse de couronne d'or. Ah, ne me regarde pas comme ça, fiston. C'est assez dur de rester en vie à Mordheim, et encore plus d'y trouver de la pierre magique. Ah, c'est mieux. Oui, ça suffira. Et mon premier conseil est gratuit. Surveille tes arrières. Moi, je retiens trois choses de mon expérience de jeu à Mordheim. D'abord, c'est un jeu génial, disons-le tout net, pour commencer. La relative complexité inhérente aux règles de Warhammer Battle est beaucoup plus facilement gérable finalement avec une dizaine ou quinzaine de figurines, ça c'est sûr. Donc ça n'entrave pas le plaisir de jeu. Le plaisir était bien au rendez-vous. Deux écueils néanmoins auxquels Mordheim n'échappe pas. D'abord, j'ai toujours trouvé personnellement que le jeu était très sujet au craquage. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que les résultats extrêmes dans un sens ou dans l'autre avaient des conséquences soit miraculeuses, soit dévastatrices, à savoir les résultats de 1 et de 6. Les 1 étaient souvent des échecs critiques, les 6 des réussites critiques. Le problème est que sur des D6, c'est assez récurrent en fait les deux cas de figure, puisqu'il n'y a que 6 faces, donc ça fait, vu le nombre de jets de dés, ça intervient très souvent en fait, les 1 et les 6. Ça avait tendance à rendre ces situations extrêmes trop fréquentes pour que leurs conséquences dramatiques soient pleinement appréciées. Et ça pouvait tendre à les rendre plutôt frustrantes, en cassant un petit peu l'une des promesses du jeu quand même, qui était de voir des combattants de tout calibre s'affronter, puisque très vite on pouvait s'apercevoir que le principe très général demeurait quand même que plus on avait à jeter de dés, plus on avait de chances de remporter la victoire, et donc il valait mieux en tout cas maximiser les petits hommes de main pas chers du tout, les Skaven notamment permettaient vraiment de faire ça, aligner les hommes de main très peu puissants en grand nombre, sans aucune volonté spécialement de les faire évoluer, non. Simplement par le poids du nombre, en fait, espérer générer suffisamment de 6 pour que ça ait des conséquences dramatiques pour l'adversaire, tout en ayant en tête que les 1 que l'on réaliserait de notre côté et qui auraient en théorie des conséquences très néfastes pour nous ne seraient jamais très graves. Ça n'engendrerait qu'au maximum la mort d'un
d'un pauvre Scaven à 20 couronnes d'or, à pas cher, hein, donc c'était jamais dramatique. Non. Regardez ces illustrations-là. Fabuleux, quoi. Un chevalier cochon monté sur un genre de mouche, c'est juste prodigieux, c'est prodigieux. J'en ai peu parlé jusqu'alors, hein, des illustrations, je me suis contenté de les mettre à l'écran plus qu'autre chose. Et pourtant, je pense que c'est de très loin l'ouvrage de Games Workshop qui reste à ce jour le mieux illustré. C'est très subjectif, évidemment, j'entends bien. Et c'est toujours particulier de parler de qualité d'illustration, puisque ce n'est pas à proprement parler de ça dont il est question. Mais tout est une affaire d'atmosphère à Mordheim. Et c'est en ça que je le trouve, même presque objectivement, le plus abouti, puisque c'est réellement le livre qui, si la corde sensible était en vous, si l'atmosphère qu'il vous proposait pouvait trouver une quelconque résonance en vous, alors vous étiez complètement happé, absorbé par le bouquin. Un véritable Necronomicon. Vous ouvrez les pages, vous êtes aspiré dedans, enfin, 50 000 parallèles qu'on pourrait faire, l'histoire sans fin, tout ça, c'est pareil. C'est sûr, en fait, ça ne vous laissait aucune chance. La débauche de talent, la quantité d'illustrations, la mise en page de celle-ci ne vous laissait aucune chance, en fait. Soit ce livre vous laisse complètement indifférent, vous blase et vous... Je conçois que ce soit le cas pour certains, mais pour les autres, vous êtes foutus. En fait, vous l'ouvrez et instantanément, vous êtes aspiré par le jeu. C'est... Parce que... Alors, sans doute que c'est dû, outre la quantité pure d'illustrations, sans doute que c'est dû à la cohésion de celle-ci entre les différents artistes et au fait que le jeu se propose de ne vous fournir qu'une atmosphère très précise et bien définie dès le départ, bien cernée. Les contours sont très nets. C'est cette atmosphère, l'atmosphère de la Cité des Damnés, et pas une autre. On n'est pas dans un livre de règles d'un jeu, un ours avec un tromblon, parce que pourquoi pas, évidemment, pourquoi pas. Et oui, là, on n'est pas dans le livre de règles d'un jeu qui vous décrit, vous dévoile tout un univers, comme Warhammer Battle, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, plein de jeux de rôle, enfin bon bref. Non, là c'est très précis. C'est cette ambiance de noirceur, de folie, ces illustrations complètement insensées, cette architecture délirante aussi pour la Cité des Damnés. On est là-dedans, et pas dans autre chose. Voilà, bon, bref. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas évoqué les noms des illustrateurs. Ce serait dommage, parce qu'en plus, à l'époque, Games Workshop les faisait figurer leurs noms, hein, quand même. Alors, fabuleuses illustrations et enluminures, ouais. C'est John Blanche, Alex Boyd, David Gallagher, Nuala Kennedy, hein, je ne connais pas ce nom-là, Karl Kopinski, Paul Smith et John Wheatley. Voilà. Donc le tout sous la direction de John Blanche. Et bon, on retrouve plusieurs noms, voilà, Alex Boyd, David Gallagher, Karl Kopinski, Paul Smith. Ça parlera à pas mal d'entre vous, je pense. C'est vrai que Nuala Kennedy, moi, ça me dit rien. J'avais pas retenu ce nom. Mais c'est des artistes qui ont continué plus tard à faire des illustrations pour Games Workshop et qui ont une certaine patte, quoi, hein, une certaine identité visuelle. Alors, il n'est pas toujours évident de discerner quels sont les auteurs respectifs de chaque illustration. On a les noms au début du livre pour, comment dirais-je, concernant l'ensemble des illustrateurs, mais pour associer chaque illustration à chaque artiste, c'est pas toujours évident. Certains ont un style très distinctif et d'autres se confondent plus aisément, mais il y avait du talent à l'œuvre, hein, là-dessus. Il y avait du talent à l'œuvre dans Mordheim. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. En fait, moi, je suis toujours bouleversé par la pure sève
créative qui vous est balancée au visage avec cet ouvrage, quoi. Et elle est pas diluée, je vais vous le dire. C'est une pure œuvre directe de créateur passionné à public passionné. C'est un truc phénoménal, en fait, Mordheim. Peut-être d'ailleurs une des raisons de son échec, échec, ce que je présuppose, un échec commercial finalement plus tard, puisque le jeu, au bout de quelques années de vie, n'a plus été édité et publié par Games Workshop. Hein. Donc voilà, plein d'interrogations sur lesquelles on va finir ce petit segment-là, où j'ai parcouru les règles sans trop les détailler, parce que c'est pas l'intérêt principal de ces vidéos, je pense. On va finir sur ce segment-là avec quelques petites pistes de questionnement et d'interrogation que je voudrais vous soumettre aussi, et avoir vos réponses là-dessus peut-être, avant de passer aux règles concernant les bandes en elles-mêmes, à Mordheim. D'abord, c'est vrai, la question de la durabilité, entre guillemets, la pérennité financière, le succès commercial ou non des jeux d'escarmouche, finalement, ou des specialist games, de manière générale, édités par Games. C'est vrai que c'est assez particulier. On les a tous vus décliner et disparaître des rayons, une première fois. Necromunda, Blood Bowl, Mordheim, Battlefleet Gothic, Warmaster, Epic. Ils sont nombreux quand même. Hein. On les a tous vus plus ou moins revenir. Alors en tout cas, bon, c'est le cas pour Necromunda, c'est le cas pour Blood Bowl, c'est pas le cas pour Mordheim. Bon, Warcry existe néanmoins. Mais on voit Games Workshop retenter l'aventure, retremper un orteil dans le bain pour prendre la température, avec des jeux à petite échelle comme ça. Je pense qu'à l'époque, tous ces jeux ont décliné puis disparu, parce qu'il était vain d'en attendre une rentabilité, ou même que ça ne se traduise pas par des pertes, je pense, côté Games à l'époque, étant donné qu'un jeu comme Mordheim, vous achetiez éventuellement la boîte de base, bon, pour démarrer, etc. Une fois que un cercle de jeu, il y en avait une par cercle de jeu, ça suffisait amplement. Quand de nouveaux joueurs venaient s'ajouter aux deux joueurs initiaux, on convertit un copain à Mordheim, il s'achetait éventuellement le livre de règles, au mieux, pour s'imprégner de l'atmosphère, connaître les règles de base du jeu. Il s'achetait une bande à 20€, il s'achetait ses 10 Skaven à 20€, 130 francs à l'époque, je sais plus. On est sur la tangente là, de 99, des francs encore à l'époque du coup, des francs. Il s'achetait sa bande de Skaven à 130 francs. C'était terminé en fait. C'était terminé pour Games, enfin c'était Sayonara Games Workshop, et l'invitation qui était faite par Games dans ce bouquin-là, à créer les tables de jeu les plus délirantes, à créer les personnages non-joueurs les plus insolites, pour agrémenter vos parties scénarisées, à se faire vraiment profusion de décors incroyables, etc. Elle était là, cette invitation, mais l'offre derrière n'était pas là. Il n'y avait pas d'offre de décors tout prêt pour Mordheim, enfin très 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 peu, voilà, un peu de décors de Warhammer Battle, bon c'est terminé quoi. Par conséquent, je pense que ce modèle-là, où il faut acheter un livre de règles et 10 figurines pour une vingtaine d'euros, plus rien derrière. Derrière, c'est des années de jeu en fait garantis, et surtout votre pur élan à vous, comment dirais-je, à la fois de créateur, passionné de modélisme, consommateur, en tant que joueur, votre pur élan derrière, il va être orienté au mieux vers la fabrication de décors maison, en polystyrène, en carton-plume, en papier, quoi. Alors, ce qui est formidable, hein, mais qui, du coup, à mon avis, conduit à une espèce de forme de mort programmée pour le jeu, puisque, bon, à raison de vendre une boîte de Skaven par joueur, on va pas très loin, quoi. Je sais pas si j'espère que vous saisissez l'idée, et je serais très curieux si vous avez d'autres suppositions, d'autres diagnostics par rapport à ça, essayez de les poster en commentaire, pourquoi pas. Ce serait plaisant d'en discuter.
Autre petit défaut quand même, s'il faut être honnête, que j'avais constaté dans Mordheim, c'était le fameux effet boule de neige un petit peu. Hein. C'est sûr que fatalement, quand la promesse initiale d'un jeu, c'est de voir ces bandes de figurines évoluer, gagner en expérience, en ressources, en équipement, etc., c'est généralement la victoire qui est récompensée hein, de telles évolutions pour votre bande. Et par conséquent, celui qui gagne une première partie va recevoir plus de ressources, équipements, évolutions, etc. Il sera donc plus susceptible de gagner la partie suivante, et il va en recevoir de nouvelles du coup, puis il sera encore plus susceptible de gagner la partie suivante, et vous avez un petit peu compris l'idée, c'est ça le concept derrière l'effet boule de neige en fait, pour les jeux d'escarmouche à évolution comme ça, c'est que effectivement, on a tendance à se retrouver assez vite dans chaque cercle de jeu avec une espèce de bande un peu ingérable, et pas parce que un joueur exploite une faille du jeu ou quelque chose comme ça, tout simplement parce qu'il joue le jeu tel que la promesse est faite par l'éditeur. Il joue dans les plus pures règles de l'art, en fait. Mais ça aboutit à cet effet où une bande est trop puissante pour les bandes des joueurs adverses. Bon, après, c'est pas un souci qui était ingérable non plus pour un cercle de jeu amical, comme c'était destiné plutôt à ça, Mordheim. On pouvait régler ces choses, comment dirais-je, en gentleman entre nous, et à plus forte raison avec un maître de jeu par mini-campagne, il était tout à fait possible d'envisager des solutions telles que des embuscades où deux bandes en affrontent une seule, etc., etc. Bref. Alors là, on commence à rentrer plus spécifiquement dans la section de règles, ou plutôt de recrutement d'une bande, puisque c'est ainsi que les choses se passaient. Pourquoi pas en parler un petit peu. Donc dans Mordheim, vous commenciez en fait tout simplement avec une somme de couronnes d'or, qui était la monnaie. C'est 500 couronnes d'or, je crois, qui vous servaient à recruter les membres de votre bande et à les équiper également. Donc vous commenciez par un héros, voilà, le meneur de votre bande, avec éventuellement, pour le seconder, des différents champions ou personnages un peu insolites, et puis en plus grand nombre bien sûr des hommes de main, finalement pour les accompagner. Et vous pouviez jouer donc au choix, en tout cas dans le livre de base, puisque plus tard d'autres bandes ont été proposées et ajoutées au fil du temps. Mais vous pouviez jouer, alors, soit bien sûr les plus basiques, des humains, provenant de différentes provinces de l'Empire, avec chacune leur spécialité, leur force, leur spécificité, mais également des possédés. Alors les possédés étaient les humains, ou plutôt les mortels, disons. Les mortels ayant succombé à l'attrait des dieux sombres, hein, et les promesses de pouvoir offertes par le chaos. Et donc, différents séides qui composaient ces bandes. Les plus dangereux d'entre tous étant sans doute les possédés eux-mêmes, limités à deux. Donc les possédés étant des mortels possédés directement par un démon. Donc, ils étaient absolument redoutables en combat rapproché. Mais également voilà, des hommes bêtes, des damnés, des mutants, enfin une invitation aux conversions délirantes et les plus imaginatives, bien qu'il y avait des figurines exclusivement sorties pour Mordheim pour représenter spécifiquement les possédés. Vous voyez les mutations qu'on vous proposait, voilà, âme démoniaque, pince, tentacules, sang acide, queue de scorpion, bras supplémentaires. Enfin. Les répurgateurs, qui étaient l'exact opposé pour le coup des possédés, puisque eux étaient plus vos chasseurs de sorcières en quelque sorte, si vous voulez, dans Mordheim. Alors vous pouvez jouer des capitaines répurgateurs, des flagellants, des prêtres guerriers, des séides, et des chiens de guerre aussi, hein, pour débusquer ces sorciers, ces démons, ces possédés, ces hommes bêtes. Voilà. Les sœurs de Sigmar,
également les pieuses sœurs de Sigmar, avec, oui, une petite gamme très resserrée, en fait une boîte de figurines en métal sorties pour les représenter. Augure, novice, sœur supérieure. Enfin. Magnifique. Les morts vivants. Tout ce qu'on peut imaginer, hein, bien sûr, chez les morts vivants. Avec les nécromanciens en quête de Malpierre, notamment pour accroître leur pouvoir. Ghouls, zombies, loups funestes, vampires. Et bien sûr, l'antagoniste principal, sans doute, dans Mordheim, les Skaven. Les Skaven. Proposé dès la boîte de base, hein, aux figurines, et pour vraiment la bande tout indiquée pour opposer aux humains dans les premières parties, quoi. Rien. Vraiment un bonheur incroyable, quoi, de constituer une bande de Skaven, tout simplement. Avec ces assassins du clan Ishin, ces sorciers, ces petits coureurs nocturnes, enfin bref, fabuleux. Au niveau des règles, oui, il faudrait en parler encore davantage, sans doute on aura l'occasion plus tard. C'était juste, il faut se souvenir que c'était un jeu absolument glorieux, extraordinaire. La relative, et je dis bien relative, complexité, enfin par rapport à des jeux plus récents en tout cas, ou dans la version plus récente, mais relative complexité des règles de Warhammer Battle était tout à fait aisément gérable du fait que vous maniez 5 à 15 figurines, hein, donc c'était pas... Ça simplifiait énormément la chose. Et tout ce qui était tableau d'évolution, tout ce qui était... bref, on verra ça plus tard, mais c'était remarquablement bien fait, glorieux, extraordinaire. Alors, assez resserrées, assez peu nombreuses, les figurines métal sorties pour l'occasion, toutes glorieuses, néanmoins, par rapport à ce qu'elles proposaient de nouveau, et par rapport à l'époque aussi, hein, quand même. Néanmoins, c'est vrai qu'il était difficile de restituer tout à fait l'ambiance juste délirante et fascinante vue dans les illustrations. C'est difficile de la restituer sur la table de jeu avec les figurines. Ça n'empêchait pas beaucoup de joueurs d'essayer. Et c'est ce qui faisait aussi le piment du jeu, quoi, la possibilité de conversion. On s'en souvient peut-être pour pas mal d'entre nous, les articles de Tom Cryer, les pages de White Dwarf, où des fois on trouvait des bandes avec des conversions simples, mais juste tellement efficaces, tellement évocatrices, c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux. Bon, ici les sœurs de Sigmar, les répurgateurs également. Extraordinaire. Extraordinaire. Et le jeu était notamment une invitation vraiment aux décors les plus délirants. Hein. Surtout ça. On voulait de la maison biscornue, la maison à colombage bizarre, avec des structures architecturales improbables, et le tout en ruine. Encore une illustration fabuleuse. Je vous dis, je peine à décrire réellement ce que font ressentir ces illustrations, et je m'interroge surtout sur le fait qu'il soit pertinent de les accompagner de mots quand elles sont si parlantes et si évocatrices telles quelles. 20 ans plus tard, j'en reste pantois. Je suis désarmé par ça. C'est un ouvrage tellement pur, tellement authentique, tellement... Il tape vraiment que à un endroit précis. Ça va être ça va être telle ambiance, ça va être telle atmosphère, tel style graphique, telle promesse en termes de jeu, pas une autre.
C'est incroyable, enfin. Oui, alors les blessures de vos héros, alors il y a des blessures pour les héros, et des évolutions également, et puis des blessures et évolutions plus propres aux hommes de main, donc qui étaient moins détaillées pour gérer plus facilement, comment dirais-je, l'évolution de vos hommes de main que vous aviez en plus grand nombre. Mais vous voyez, votre héros pouvait avoir un œil crevé, avoir une vieille blessure lancinante, quoi. Vous pouvez succomber aussi progressivement à la folie. Donc folie, par exemple. Lancez un D6, sur un 3, le guerrier devient stupide. Sur un 4-6, le guerrier devient frénétique. Ces effets sont permanents. Horrible balafre, vendu aux arènes, survie miraculeuse. Pardon. Enfin. Les tableaux d'expérience. Est-ce que chaque combattant évoluait ou régressait, éventuellement, en fonction des blessures reçues, au fil de vos parties. C'est vraiment... C'est un jeu qui est fait pour être joué en campagne. Ou en tout cas en escarmouche avec le même cercle de jeu, régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'être absolument, comment dirais-je, d'avoir un maître de jeu aux commandes, vous n'étiez pas obligé d'avoir un souffle narratif derrière chacune de vos parties comme ça, ce n'est pas obligé. L'atmosphère proposée par le jeu, à la rigueur, pouvait tout à fait suffire. On savait, enfin, tous les joueurs devaient savoir ce qu'était Mordheim. Bon, une fois qu'on était tous dans la même ambiance, c'était parti, quoi. Mais en tout cas, ce qui comptait, c'était vraiment de jouer avec les mêmes joueurs régulièrement. Voilà. Un groupe de 3-4, on y va, on a chacun nos bandes et on évolue. Deuxième petit défaut, parce qu'il ne faut pas non plus, je pense, on peut voir que le précédent propriétaire de ce livre a jugé bon de souligner certaines compétences, a priori. Excellent. D'annoter son bouquin. Alors, donc voilà, à travers vos explorations, vos succès ou vos défaites au cours des différents scénarios, bien vous trouviez à travers les ruines de Mordheim différents lieux notables qui pouvaient vous être bénéfiques ou au contraire vous causer des soucis, mais vous jetiez des dés sur le tableau et vous pouvez trouver une taverne, une forge, des prisonniers, tout simplement. Par exemple, c'est intéressant ça, les prisonniers. Donc, les bandes de possédés peuvent sacrifier les victimes, finissant sans doute ainsi le travail des ravisseurs. Ils gagnent d3 points d'expérience répartis entre les héros de la bande. Les bandes de morts-vivants peuvent tuer les prisonniers et gagner d3 zombies gratuitement. Ça mange pas de pain. Les Skaven peuvent vendre les prisonniers comme esclaves pour 3d6 couronnes d'or. Les autres bandes peuvent escorter les prisonniers hors de la cité et recevoir une récompense de 2d6 couronnes d'or. De plus, l'un des captifs décide de se joindre à la bande. Si vous avez de quoi acheter le matériel nécessaire pour équiper la recrue, vous pouvez ajouter un nouvel homme de main dans n'importe quel groupe humain de votre bande, avec le même profil que le reste du groupe, même s'ils ont déjà progressé. Vous voyez, c'était ça, quoi, l'idée. Chaque récompense, chaque lieu découvert, chaque chose comme ça a été évocatrice, ça racontait une histoire, quoi. Tombiez sur un hôtel particulier, des catacombes, un laboratoire d'alchimistes. Enfin, juste fabuleux, quoi. J'aime beaucoup ça. Je trouve que... Alors, on pourrait toutes les lire à la rigueur, pourquoi pas, bien sûr, mais je trouve que celle-ci, par exemple, Joaillerie, même s'il y en a d'autres très insolites, très sympathiques, elle synthétise bien l'état d'esprit dans lequel étaient rédigées les règles de Mordheim. Parce que vous lancez un D6 pour savoir ce que vous trouvez. Alors vous trouvez soit des quartz, améthystes, colliers ou rubis, de différentes valeurs en couronne d'or, hein, bien sûr. Mais quelque chose d'intéressant était que si votre bande ne vend pas les gemmes, l'un de vos héros peut les garder et les arborer fièrement. Il gagne alors +1 à ses jets pour trouver des objets rares, car les marchands se pressent autour d'un guerrier qui semble si riche.
Je vais vous dire ce que je fais là, honnêtement. C'est un pis-aller, cette vidéo. C'est un substitut. C'est la version allégée. C'est bon. C'est bien, je suis fier de le faire et je suis heureux de le faire. En plus, ça me plonge dans un état, enfin bref, que certains d'entre vous peuvent imaginer. C'est un bonheur de parcourir ces pages-là, mais par rapport à l'expérience concrète d'avoir le livre et de le parcourir soi-même, de s'attarder sur les détails qui vous évoquent quelque chose et de le reparcourir encore et de le poncer 4 fois, 10 fois, 12 fois, forcément c'est moins bien. Mais donc tout ça pour dire que si vous sentez que ce livre, que vous l'ayez eu entre les mains il y a longtemps et que vous en ayez été dépossédé, ou que le style graphique, l'ambiance, l'atmosphère, les règles attirent votre attention, ne vous posez pas la question de l'acheter ou pas. Achetez-le, c'est évident. Alors je sais que ça peut partir à prix d'or, des fois les livres originels de Mordheim comme ça en français, ça peut être très cher, c'est vrai. Mais si vous en trouvez un à un prix acceptable, c'est un achat qui vaut vraiment le coup. Ça va vous transporter, ça va vous inspirer. Je vous cache pas que là, j'ai envie de m'y remettre. J'ai envie de m'y remettre. J'ai envie de voir tous mes petits potes là qui sont sur une bonne lancée, un bon parcours à vélo là sur Warhammer 40 000, et de venir foutre un bâton dans les roues et blâmer Mordheim, quoi. On court-circuite tous les projets en cours, on court-circuite tous nos trucs, c'est chaud, comment dirais-je? Ce truc a le potentiel de me faire dérailler de Venetian Sector, l'ambiance, l'atmosphère, la campagne que moi-même je vais avoir initié et créé. C'est quand même dingue. Ça peut faire dérailler le maître de jeu de son propre environnement qu'il a lui-même inventé. C'est la puissance de Mordheim, quoi. J'ai envie de dire aux potes, ouais, c'est bon, allez, ça suffit. On arrête les conneries. On arrête Warhammer 40 000 pendant 1 an ou 2 et c'est parti. Mordheim, décor de folie, bande personnalisée. Enfin, c'est un jeu très risqué, en fait, de se replonger dans Mordheim aussi. C'est pour ça que c'est un jeu qui, bien qu'ayant été arrêté par Games Workshop et qui n'est plus publié, etc., un jeu, entre guillemets, mort depuis longtemps, en tout cas pour son éditeur, c'est un jeu qui vit encore beaucoup, en fait, Mordheim. Il y a encore beaucoup de joueurs, il y a encore beaucoup de cercles de jeu. Donc, quand je dis beaucoup, c'est relatif, vous comprenez, mais malgré tout, il a encore tous ses fanatiques, tous ses séides, tous ses possédés, Mordheim. Il y a encore des possédés de Mordheim qu'on croise parfois tard le soir et qui vont jouer clandestinement dans quelques ruelles à leur jeu mort-vivant. Voilà. Ça, on en trouve encore beaucoup. Regardez ça. Regardez. Je veux dire, si vous regardez cette fresque fabuleuse, l'un de ces personnages est juste 2 frocs, l'un par-dessus l'autre, et ils jonglent. Et son comparse plus ou moins complémentaire ou ne faisant qu'aggraver les défauts de l'un et de l'autre qui est juste devant, là, en train de jouer du tambour, et qui lui n'est qu'un tronc. Un tronc qui se déplace sur les bras. Ils forment une fine équipe, quoi, ensemble. Enfin bon, c'est fabuleux. C'est toute une atmosphère, une ambiance. Les mercenaires que vous pouviez recruter éventuellement. Alors un tueur de trolls, un éclaireur elfe, un ogre, le mythique ogre évidemment, quoi. Un gladiateur, un mage. Vous aviez après des personnages plus spéciaux, les dramatis personae, avec les personnages uniques. Aenur, l'épée du crépuscule, la fameuse figurine sur laquelle tant et tant de futurs champions de Golden Demon se sont essayés à faire des schémas de couleurs audacieux. Je me souviens bien sûr, à peu près dans tout magasin, il y avait une figurine d'Aenur, d'un peintre d'exception qui s'était lâché sur cette figurine métal à lui faire soit un schéma en cape arlequin, soit un schéma nocturne, enfin bref. Regardez ça, regardez l'artwork de cette sœur de Sigmar. C'est fabuleux. Fabuleux. Est-ce qu'il y a une figurine qui est sortie officiellement pour Bertha? Je crois pas, je l'aurais remarqué sans ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y en a une, elle est forcément très en deçà de
de la vision proposée par l'illustration. Regardez ça. Un petit pape ou évêque rat juché sur sa chair. Sa petite chair, du coup. Petite chair de petite église rat. On ne sait pas. Enfin, quoique, c'est peut-être un Skaven à l'échelle. Bon, j'en sais rien. C'est juste fascinant, quoi. Fascinant. Enfin. Voilà. Au final, je trouve que les mots manquent parfois pour agrémenter la lecture d'un livre pourtant aussi riche et fascinant. Les feuilles de référence. Voilà, on retrouve la note de Thomas Purinen, concepteur de Mordheim. Contrairement à Inquisitor, je vous la lis pas dans son intégralité, elle n'est pas plus enrichissante que ça, à ceci près que elle ouvre déjà la porte potentiellement à ouvrir Mordheim aux royaumes en flammes, quoi. C'est-à-dire à l'extérieur de la cité, partout dans le monde de Warhammer Battle, donc en Lustrie, à Neekara, voilà, chez les hommes lézards, chez les rois des tombes, etc. Bon, elle ouvre la voie à ça, elle en parle, elle l'évoque, elle dit que ce sera développé plus tard. Et bon, c'est tout ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette note du concepteur. Par contre, effectivement, quelle œuvre. Et je crois que, étrangement, il n'y aura pas de meilleure conclusion que petit mot issu des mentions légales, en fait, à l'arrière du livre, produit dans un élan de folie par Games Workshop. Une folie qu'on aimerait bien retrouver, parfois. Boy, is it getting dark. It has just got to nighttime within the space of 10 seconds. Out to sea, beyond St. Michael's Mount, it's quite light. That's like sunset time. It is. Look all way around you. 30 miles away, you can see the sunset. Totality has begun. This is as dark as it gets. This is the track that the Pet Shop Boys have composed and written just for Radio 1. Have a listen. We can see on the Radio 1 screen a fantastic total solar eclipse taken from the pictures above the clouds. That's what we've been hoping to see. That's impressive on a screen. Duncan, tell us what we're looking at. Okay, what you can see now is the corona. The corona is a cloud of gas zooming out from the sun. Its temperature is about 2 million degrees. That's what you can see right now.